Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom sur. L'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés est chargée de la collecte, de la vérification, de la mise à jour et de la gestion des informations relatives à la population mauritanienne, ainsi que de l'émission de documents d'identification sécurisés tels que les cartes nationales d'identité et les passeports. L'Agence nationale du registre des populations des titres sécurisés fait l'actualité ces derniers jours. Son directeur général a tenu une conférence de presse pour préciser les choses la semaine dernière. Nous avons tenu à discuter des problèmes que rencontrent les citoyens au sein des différentes structures de cette agence avec M. Dia Aboubekri, son directeur général adjoint. Bonsoir et bienvenue, M. Dia. Bonsoir. Merci de l'opportunité que vous nous donnez pour parler de la situation à l'agence. Merci, M. Dia. Peut-on parler de rupture au sein des passeports ou de pénurie? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Alors expliquez-nous. Alors, j'aimerais dire que ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais avant, je vais d'abord revenir un peu en arrière et expliquer la situation. Dernièrement, comme les citoyens ne voient pas un peu ce qui se passe derrière le rideau, je vais un peu revenir en arrière et expliquer ce qui se passe. Dernièrement, à partir de juin 2022, nous avons ouvert 41 centres, connectés. Nous avons permis l'application de la double nationalité. Nous avons facilité la délivrance des passeports à distance. Nous avons encore été confrontés au voyage massif et je dirais brusque des Mauritaniens à l'étranger. Nous avons encore été contraints de faire avec des délais de livraison qui sont passés de 5 mois à 10 mois. Nous faisons aussi, nous vivons aussi les frais des conséquences de la guerre en Ukraine, puisque nous utilisons une nouvelle technologie qui utilise les puces, des semi-conducteurs et des matières qu'on appelle de la polycarbonate qui rentrent dans la fabrication des passeports. Donc, durant les années passées, la moyenne de délivrance des passeports était de 60 000 passeports par an. Avec le corona, la demande a chuté à 25 000 et à 20 000. Mais au niveau avec l'année 2022, le nombre de passeports délivrés à partir de juin 2022 a atteint 94 000 passeports. Donc c'était une situation qu'on pourrait dire inédite, dont nous ne nous étions pas habitués. Donc pour éviter la rupture de stock et faire face à cette situation, nous avons jugé important un peu de rationaliser nos stocks de passeports. Donc, la demande de passeports normale a chuté de 1000 passeports par jour jusqu'à à peu près 150 passeports par jour. Donc, nous délivrons, à partir d'aujourd'hui, nous délivrons 15 passeports par jour au lieu de 10 qui a été constaté durant le mois passé. Donc cette situation, elle va durer jusqu'à, Inch'Allah, d'ici la fin septembre. Donc à partir de la fin septembre, la situation reviendra à la normale et la délivrance du passeport se fera entre 24 heures et 48 heures et sans restriction. D'accord, mais voilà. On s'entend un peu. Vous me dites que pendant l'époque de Corona, les demandes ne dépassaient pas 25 000 passeports. Oui. Donc il y a un stock qui n'a pas été délivré. Donc, pour rebondir, nous avons l'habitude de délivrer 60 à 50 000 passeports par an. Nous avons aussi fait nos commandes sur la base de ces demandes entre 70 et entre 60 et 50 000 passeports. Mais avec les raisons que je viens d'expliquer ici, que les Mauritaniens subitement, avec bien sûr la levée des restrictions qui
qui était mis lors du corona, les Mauritaniens se sont subitement mis à faire des demandes exponentielles de passeports pour pouvoir un peu voyager comme tout le monde. Donc, ce sont des situations que l'on ne pouvait pas prévoir. À partir de février 2023, nous avons fait des commandes de 100 000 passeports. Mais comme toujours est-il qu'avec les délais de livraison qui sont passés de 5 mois à 10 mois, ce qui fait qu'entre-temps, il nous faudra gérer notre façon de délivrer les passeports, ce qui nous a conduit à un peu rationner ces demandes de passeport. J'aimerais aussi rappeler que pour les étudiants, les stagiaires, les malades évacués, que pour cette catégorie de population-là, nous avons un stock suffisant de passeports. Et ils sont, pour l'instant, prioritaires. Pour toutes les autres catégories de personnes qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là, c'est-à-dire les malades et les évacués, ils doivent se rendre au centre et essayer de pouvoir bénéficier des 15 passeports qui sont délivrés dans les 12-13 centres à Nouakchott, en attendant que la situation revienne à la normale, et elle reviendra à la normale. Donc ça veut dire que vous délivrez 15 passeports par centre? Par centre et par jour. Par centre et par jour. Et par jour. Vous avez combien de centres ici à Nouakchott? Nous avons 13 centres à Nouakchott. 13 centres, 13 centres qui délivrent. 15 à peu près. Exactement. Pour les personnes, les passeports ordinaires. Pour des passeports ordinaires et qui ne font pas partie de la catégorie de personnes. Des malades, des stagiaires et des Exactement, exactement. D'accord. Mais expliquez-nous, au début, on avait dit qu'il y avait une rupture au niveau parce qu'il y a deux catégories de passeports. Les passeports de 100 000 et des passeports de 30 000. N'est-ce pas? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu une pénurie pour les passeports de 30 000, les gens ont commencé à acheter les passeports de 100 000, c'est ça? Bon, acheter quand même, c'est beaucoup de... Payer, parce qu'il y a quand même... Bon, on va dire que les passeports, il existait deux types de passeports. Des passeports qu'on appelle VIP pour une catégorie de population qui voyage beaucoup, les hommes d'affaires ou bien d'autres personnalités qui voyagent beaucoup. Donc, on a délivré un passeport VIP de 64 pages dont les frais de délivrance s'élèvent à 100 000 ouguiya. Et un passeport normal de 30 000 ouguiya. Quand nous avons constaté qu'il y a une forte pression sur les demandes de passeport à 30 000 ouguiya, nous avons essayé d'avoir un peu de souffle avec les passeports à 100 000 ouguiya. Et il se trouve que aussi les Mauritaniens étaient en grand nombre pressés d'avoir leur passeport. Ils se sont également rués sur les passeports à 100 000 ouguiya. Donc ça n'a pas... je veux dire, ça n'a pas un peu baissé la pression que nous avons escomptée. Nous avons escompté que nous espérions que la délivrance des passeports de 100 000 ouguiya allait un peu réduire la pression sur ceux de 30 000. Ça n'a pas été le cas. Mais ça n'a pas été le cas, ce qui nous a poussé un peu, je le répète aussi, à délivrer les passeports de façon plus rationnelle. Comment s'est fait l'obtention d'un passeport maintenant? Avec les files que je vois devant les centres, je vois des dizaines et des dizaines de personnes qui passent parfois même la nuit. Alors comment s'est fait la distribution? Alors j'aimerais rappeler ici que toutes ces personnes n'ont pas besoin pour leur sécurité d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de passer la nuit devant un centre d'accueil des citoyens pour l'obtention du passeport. Les citoyens se sont organisés eux-mêmes. Ils nous ont presque, je veux dire, imposé le principe du tirage au sort. Expliquez. À partir de 10 heures. Comment ça se fait? C'est très simple. À partir de 10 heures, tous les citoyens qui sont venus dans un centre d'accueil de citoyens pour trouver un passeport présentent sa carte au chef de centre qui l'enregistre et met sa carte dans une urne. Au terme de ce processus de tirage au sort, 15 cartes d'identité sont tirées au sort et sur les 15 cartes tirées au sort, ces populations-là sont qualifiées à avoir un passeport pour la journée. Pour toutes les personnes qui n'ont pas été servies, il leur est possible de revenir aussi
le lendemain pour essayer d'avoir un passeport. Mais toujours est-il que le principe du tirage au sort a été retenu pour son caractère juste, puisque là, vous venez, si vous avez de la chance, vous êtes retenu. C'est l'occasion aussi pour moi de demander et de dire aux citoyens que s'ils n'ont pas un projet de voyage imminent, urgent, d'attendre un peu, d'être un peu patient. D'ici pratiquement un mois, nous serons en mesure de revenir à la situation normale, de pouvoir délivrer les passeports sans restriction en 24 heures, 48 heures. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est une astuce de l'agence pour arrêter le départ des jeunes volontaires à l'immigration aux États-Unis d'Amérique? Non, je crois que c'est des suppositions et nous ne stigmatisons pas les populations qui voyagent. Tout le monde est libre, tout le monde a le droit de voyager, tout le monde a le privilège d'avoir un passeport s'il est disponible. Et il est disponible, mais pas seulement, pas actuellement, mais d'ici un mois, pour des raisons que je viens d'évoquer. En tout cas, nous avons toujours voulu rendre ce service aux citoyens. C'est pourquoi le délai d'obtention du passeport est passé d'une semaine à 24 heures ou 48 heures s'il n'y a pas de problème technique ou de petites corrections à faire. Dire que nous avons essayé de réguler l'obtention du passeport pour stigmatiser ou bien empêcher une catégorie de personnes ou bien de leur empêcher de voyager. Non, je ne crois pas que ce soit fondé. Ce n'est d'ailleurs pas fondé du tout. Qu'en est-il des cartes d'identité nationale? Le problème est posé ou pas? Non, pour les cartes d'identité, le problème n'est pas posé. Une fois que votre carte est expirée, vous pouvez la renouveler tranquillement sans la aucun pression problème. est très forte aussi normalement La, ces derniers temps. la pression, elle est très forte, mais nos stocks peuvent supporter cette pression-là. Comment expliquer qu'il n'y ait pas assez de stocks pour les passeports et qu'il y en ait autant pour les cartes d'identité alors que leur validité est de 10 ans et qu'elle est terminée depuis 2022? Pour les cartes, il y a toujours eu un stock suffisant. Il y a une pression constante qu'on a toujours pu gérer. Pour les passeports, la pression n'était pas aussi constante. Elle est nouvelle, comme je viens de l'expliquer. Subitement, les Mauritaniens se sont mis à beaucoup voyager. Et la situation internationale aussi ne favorisait pas la délivrance des passeports à temps ou bien la livraison des talons de passeport à temps, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la guerre en Ukraine un peu a perturbé l'approvisionnement du marché international sur les matières qui rentrent dans la fabrication de passeports. Je veux dire ici le polycarbonate et les semi-conducteurs qui rentrent un peu dans la fabrication des passeports biométriques sécurisés que nous utilisons. Il n'est pas possible de votre côté de demander à votre fournisseur de vous fournir les passeports dans un délai plus bref que celui de 10 mois? Ce n'est pas possible. Comment ça se fait? Si c'était aussi simple, on l'aurait fait, puisque je ne crois pas qu'on puisse volontairement nous mettre dans une telle situation. Nous sommes sous contrat et que les délais de livraison, si c'était possible, ils allaient le faire, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Ils ont accepté de passer, au lieu de 10 mois, ils ont essayé de faire passer la Mauritanie, de réduire le délai de livraison des talons de passeport à 8 mois. Donc c'est ce qui fait que nous pouvons, avec certitude, dire aux citoyens que d'ici la fin septembre, tous ceux qui ont besoin de faire des demandes de passeport peuvent le faire la tête tranquille. Est-ce que le fait que plusieurs personnes aient déjà pris des passeports, à peu près 30 ou 40 000 passeports ont été pris par des gens qui n'ont pas voyagé, cela n'a pas eu un effet négatif sur la délivrance des passeports? C'est toujours difficile de dire que c'est un point négatif, puisque ce sont des gens qui ont le droit d'avoir des passeports. Mais s'ils n'étaient pas dans l'urgence de voyager, ils n'avaient pas besoin par exemple, de retarder tous ces étudiants, tous ces malades qui veulent partir. C'est l'occasion aussi de dire encore et de renouveler cette demande aux citoyens de
d'essayer un peu de retarder leur projet de voyage afin de permettre à nos étudiants, à nos malades et à ceux qui se trouvent dans des urgences impérieuses telles que ceux qui sont maintenant en vacances, qui viennent un peu de la France, des États-Unis, d'un peu partout dans le monde, dont les passeports sont expirés et qui ont des enfants à faire, des enfants à inscrire à l'école, du travail à reprendre à l'étranger et qui sont là en train de chercher des passeports, alors que d'autres viennent faire le rang pour trouver des passeports, alors qu'ils n'en ont pas besoin dans un futur proche. Est-ce que le fait que certaines personnes ont eu accès à la double nationalité n'a pas en effet ou n'a pas fait partie de la pression sur vous? En tout cas, la double nationalité a permis à plusieurs Mauritaniens de profiter de leur mauritanité et c'est tout naturellement qu'après avoir fait leur enrôlement qu'ils font des demandes de passeport pour eux et pour leurs enfants. C'était aussi des paramètres qui, j'allais dire, qui ont un peu pesé sur notre gestion de stock. Mais c'est des choses que nous disons ici qui ont été prises en compte et que prochainement, je veux dire dans un avenir proche, que c'est des choses qui ne pourront plus se reproduire, cette situation-là. Donc on peut dire à nos téléspectateurs que rendez-vous est prêt pour fin septembre, Inch'Allah, pour que les choses rentrent dans l'ordre. Inch'Allah, certainement. D'ici là, donc, on va passer au deuxième chapitre de notre émission qui se rapporte à l'enrôlement. On parle beaucoup de l'enrôlement ces derniers temps parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours du Conseil des ministres, dans le Conseil des ministres, le président a donné instruction que les Mauritaniens soient enrôlés avant le 31 décembre. Quelles sont les mesures qui ont été prises dans ce cadre? Voilà, j'aimerais rappeler ici que cette question d'enrôlement, elle est à nos yeux un peu plus importante que les passeports, puisque un citoyen mauritanien qui n'a pas de numéro national ne peut même pas faire une demande de passeport, à plus forte raison que d'avoir un acte de naissance ou une carte d'identité. Alors nous partons du constat que une grande partie de la population mauritanienne n'a pas été recensée. Nous estimons ce nombre à peu près 700 000 personnes. C'est donc sur instruction du président de la République que le ministre de l'Intérieur a supervisé le lancement des opérations mobiles de l'enrôlement des citoyens mauritaniens partout à travers la Mauritanie. Donc nous avons envoyé plus de 30 équipes mobiles à l'intérieur du pays, notamment dans les régions du Brakna, du Gorgol, du Guidi-Maha, du Hod el-Gharbi, Hod el-Sharqi et de l'Assaba. Ces commissions vont appuyer les 123 centres déjà connectés, les 102 centres connectés que nous avons à l'intérieur du pays. Nous avons jugé important de commencer par ces régions-là puisque c'est là où se trouve le plus grand nombre de populations. C'est là aussi où se trouvent les populations qui sont un peu frontalières du Mali, du Sénégal. Et ce sont des populations qui sont en train de revenir avec la saison des pluies. Donc ces équipes vont partir à la rencontre de ces populations-là avec des mesures allégées. Ce n'est plus un peu, on ne demande pas à tous ces citoyens-là de présenter, en tout cas dans les communes, on ne demande pas à ces citoyens-là de présenter tel ou tel document. Il suffit juste de venir, d'être parfaitement identifiés, puisque ces commissions-là aussi sont composées, en plus des officiers d'état civil, elle est composée des membres qui sont un peu très renseignés du tissu social, puisqu'ils connaissent tout le monde. Et il n'y a pas ici aujourd'hui en Mauritanie une personne qui peut dire que je ne suis pas connu de tel ou de tel. Quand on est mauritanien d'une communauté, il y a forcément des gens avec qui vous êtes affiliés qui peuvent vous identifier. Donc si toutes ces personnes sont parfaitement identifiées, leur recensement et leur enrôlement se fera de façon allégée et simplement. Ça veut dire que la personne se présente et apporte des témoins, amène avec elle des témoins pour dire que ces personnes témoignent que je suis tel, fils de tel et tel. Et exactement. Vous venez d'abord avec vos parents, s'ils sont en vie.
S'ils ne sont pas en vie, vous avez vos frères et sœurs. Sinon, vous avez des liens de parenté directs avec des gens connus, parfaitement identifiés. Il est demandé aussi à ces citoyens, s'ils disposent de leurs papiers, de venir avec. S'ils ne disposent pas de leurs papiers, s'ils sont dans une muqata, ils seront obligés de présenter ce qu'on appelle un jugement de filiation. S'ils présentent ce jugement avec des témoins, et avec des parents, des frères et des sœurs, leur identification se fera très rapidement. C'est pas très compliqué quand Non, c'est une procédure allégée. C'est l'occasion pour moi aussi de lancer un appel à la société civile, aux activistes, aux organismes de défense des droits de l'homme, aux notables, aux mouvements de jeunesse, aux mouvements politiques, d'accompagner cette opération d'enrôlement en cours et de nous aider à faire de la sensibilisation pour que tous les Mauritaniens puissent se recenser et une fois pour toutes fermer notre registre national. Et une fois qu'on le fera, c'est très simple de reconnaître que celui-là est un Mauritanien. S'il n'est pas Mauritanien, c'est un visiteur ou c'est un résident. Ça va nous permettre aussi, une fois pour toutes, que le registre sera fermé. Ça va nous permettre de pouvoir faire tranquillement nos statistiques pour pouvoir mener à bien nos politiques de développement. Pour revenir un peu en arrière, quelle est l'importance pour un citoyen de posséder des papiers d'état civil? Parce qu'il y a plein de gens qui vous disent on n'a pas besoin de ça, nous sommes Mauritaniens, nous sommes connus. C'est très important. Pour le citoyen, expliquez aux citoyens quelle est l'importance pour lui. Pour le citoyen, moi, j'aimerais aussi dire que le citoyen mauritanien, c'est un citoyen en grande partie. Les citoyens mauritaniens sont des ruraux, que l'administration, pour eux, c'est quelque chose de lointain. Si quelqu'un n'a pas besoin d'un service au niveau des villes ou de l'administration, il est évident qu'il ne va pas un peu se déplacer pour aller faire ses papiers. Toujours est-il qu'ils sont très éloignés des centres administratifs. C'est des populations nomades qui bougent beaucoup. Donc l'importance aujourd'hui, au XXIe siècle, d'avoir des papiers d'identification, c'est d'abord exister, avoir une identité. Ça vous permet également d'avoir des droits, de pouvoir voter, de pouvoir bénéficier des services qu'offre l'État. Ça va vous permettre également de voyager. Ça va vous permettre également avec la nouvelle législation sur le numéro de téléphone, une personne qui ne dispose pas de carte d'identité, par exemple, ne peut pas avoir de numéro de téléphone, sans compter beaucoup d'autres avantages qui s'agglutinent autour de la possession de cette carte nationale d'identité. Donc c'est très important pour les populations de pouvoir exister d'abord, de dire que moi je suis mauritanien, et d'exister également numériquement, puisque maintenant le monde s'oriente vers le numérique, et moi je ne crois pas que les Mauritaniens puissent rester en rade de cette opportunité qu'offre le fait d'avoir une carte d'identité. Quel est le rôle des équipes que vous venez de citer, des équipes mobiles? À quoi ça sert une équipe mobile? Parce que vous avez des centres un peu partout. Normalement, dans tous les Moukhata, il y a un centre. Pourquoi créer des équipes mobiles? Nous créons des équipes mobiles puisque, comme je l'ai dit, les Mauritaniens, la plupart du temps, se trouvent en brousse, c'est des nomades. Donc, l'État a jugé important, une fois pour toutes aussi, puisque le registre des populations sera clôturé, et quand il sera clôturé, il sera très, très difficile de pouvoir dire que moi, je ne suis pas encore enrôlé et que je vais me faire enrôler. Donc, ces équipes vont pouvoir aller vers les populations, là où elles sont, puisque nous savons aussi que la Mauritanie compte pas mal de zones enclavées. Donc nous allons aller vers ces citoyens pour pouvoir les atteindre et appuyer nos centres et pour que tous les Mauritaniens soient enrôlés. Donc c'est très important, je le répète encore ici, c'est très important et nous avons besoin d'aide par rapport à la sensibilisation, à ce que tous les Mauritaniens puissent dire « nous sommes Mauritaniens » et par là même aussi favoriser cette unité nationale qui nous est chère. Donc les personnes, vous déplacez du matériel. Est-ce que ce n'est pas du matériel lourd? Nous déplaçons du matériel lourd, nous déplaçons... C'est-à-dire qu'il y a une logistique. Il y a toute une logistique. Nous déplaçons par exemple
2 officiers d'état civil, nous déplaçons avec un technicien, nous déplaçons des groupes électrogènes, nous déplaçons des ordinateurs, nous déplaçons des appareils photo, nous déplaçons des capteurs d'empreintes. Donc il faut que les gens sachent que c'est du matériel lourd, que c'est du matériel cher, que c'est du matériel compliqué à utiliser, que c'est du matériel à protéger. Et c'est d'où l'importance aussi, je le rappelle aussi, je ne vais pas me fatiguer de le rappeler, que nous avons besoin que tout le monde puisse participer à cette campagne, puisse la soutenir et puisse aider à la sensibilisation pour que tous les Mauritaniens soient enrôlés. Quand ces équipes mobiles se déplacent, elles vont dans une localité lointaine, elles s'installent où généralement? Elles s'installent près de l'autorité administrative ou bien? S'il y a une autorité administrative, on s'installe au niveau des autorités administratives, soit dans une école, soit dans un dispensaire, soit dans un centre administratif quelconque. Et si il n'y a pas tout cela, on va essayer de s'installer dans même sous une tente, on peut le faire. Et demander aux populations de venir passer et repasser pour que tout le monde puisse s'enrôler. C'est très important de rappeler aussi qu'au 31/12/2023, le registre des populations doit être clôturé. Et ce sera difficile pour quelqu'un qui ne s'est pas encore enrôlé. Ce sera difficile pour quelqu'un qui n'est pas encore enrôlé, mais ce sera très facile pour les gens enrôlés d'accéder au service d'état civil, puisque nous sommes en train de travailler à un peu moderniser les services que nous rendons, à les alléger, à les rendre beaucoup plus faciles et à rendre le traitement des dossiers beaucoup plus fluide pour les citoyens mauritaniens à l'avenir. Ça veut dire quoi? Vous pouvez expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes en train... Il y a des lourdeurs maintenant et qu'il faut essayer il n'y a pas de lourdeur, mais seulement quand nous avons des technologies à disposition, il faudra pouvoir les utiliser et en profiter au maximum. Je veux dire que nous sommes en train de développer des applications. Ça se fera seulement quand on clôturera le registre. Nous sommes en train de développer des applications qui vont nous permettre de rapprocher le citoyen de l'administration. C'est-à-dire que toutes les transactions que nous ferons dans nos centres se passeront plus rapidement. Et nous allons aussi vers la dématérialisation de tout ce qu'on pourra dématérialiser, Inch'Allah. Comment les citoyens seront informés de la présence des équipes mobiles? Est-ce que vous avez prévu un moyen de les informer? Parce que vous savez, comme vous venez de le dire avec nous, qu'il y a des gens qui sont des nomades et qui sont parfois très lointains. Quand vous déplacez dans une localité, ceux qui sont aux environs, comment ils vont être informés? Nous allons très prochainement engager une campagne de sensibilisation qui va utiliser les moyens traditionnels que nous avons ici, la radio, la télé, le téléphone, des SMS, des dépliants, des informateurs traditionnels. Nous allons aussi impliquer des mouvements de jeunes, nous allons impliquer la société civile. Nous utiliserons tous les moyens, en tout cas traditionnels, de sensibilisation que nous pourrons avoir à notre disposition pour que ces populations-là puissent s'enrôler. Monsieur le directeur, est-ce que l'enrôlement signifie l'obtention systématique de la carte nationale d'identité? Est-ce que ça se fait en même temps? Ou bien on s'enrôle et on attend plus tard pour avoir accès à la carte? On s'enrôle en principe en 2-3 jours, on a le numéro national et à partir de 6 ans, on peut aller dans un centre le plus proche demander une carte d'identité. Donc pour dire aussi à ces populations-là que toutes les populations qui ne pourront pas se déplacer vers un centre connecté pour essayer de trouver une carte d'identité, que nous allons repasser, faire des demandes de carte d'identité mobile comme nous l'avons fait lors de la période préélectorale. Donc ça veut dire que moi, par exemple, je viens m'enrôler, je m'en vais, je vais attendre votre retour pour avoir... le numéro national, exact. Une fois que vous aurez le numéro national là... Qu'est-ce que vous me donnez juste quand je m'enrôle? On va vous donner un reçu. Un reçu dans lequel il y a un numéro, un code barre, un numéro très long que vous allez présenter pour avoir votre numéro national. Et une fois que vous aurez votre numéro national, maintenant vous pouvez avoir un extrait de naissance, vous pouvez avoir une carte d'identité, vous pouvez avoir un passeport, vous pouvez avoir tous les services qui tournent autour du numéro national et que délivre l'état civil. Mais attendez, quand vous me donnez ce papier et que vous partez, moi je suis en brousse, vous allez revenir plus tard? Non, nous allons revenir. Nous aurons des équipes de ratissage qui essayeront de contrôler un peu qui a son numéro national, qui a déjà retiré son extrait de naissance,
qui est en âge d'avoir une carte d'identité, qui est en âge d'avoir une carte et de pouvoir voter. Donc, ce sera toujours des équipes qui vont revenir. Et il y aura également des équipes qui continueront à sillonner tout le territoire pour recenser les enfants nouveau-nés. Donc c'est vous que vous déplacez avec les citoyens. Ce n'est pas eux qui doivent aller vous voir. C'est-à-dire que vous venez... Les deux. Les deux. Nous voudrions que les citoyens viennent nous voir. Et s'ils ne viennent pas, nous, en tout cas, c'est une instruction du président de la République. S'ils ne viennent pas, nous allons les voir et les prendre en charge. Est-ce qu'on peut avoir une idée des problèmes que vous rencontrez maintenant déjà? Les problèmes, c'est surtout la faible sensibilisation. En tout cas, nous sommes disponibles à aller partout sur le territoire national pour pouvoir enrôler ces gens-là. Nous demandons aussi aux citoyens qui éprouvent des difficultés ou bien qui se plaignent un peu de se rapprocher du centre le plus proche et exposer leurs problèmes pour être pris en charge. Et les Mauritaniens à l'étranger, comment ça se fait pour eux? Est-ce qu'il y a une procédure spéciale? En tout cas, pour l'instant, nous favorisons les citoyens mauritaniens à l'intérieur du territoire national. Pour les Mauritaniens à l'étranger, pour toute personne qui est parfaitement identifiée, il y a moyen de se rapprocher un centre d'état civil ouvert à cet effet. Il faut aussi que je dise aux gens que nous ne sommes pas présents dans toutes les représentations diplomatiques. Si les gens peuvent faire l'effort de se rapprocher des représentations diplomatiques qui ont des centres d'état civil, c'est une bonne chose puisqu'ils seront pris en charge. Et il y a également des projets d'envoyer des missions à l'étranger pour pouvoir prendre en charge nos compatriotes qui sont parfaitement identifiés. Mais toujours est-il que maintenant nous nous concentrons sur le plan national pour pouvoir prendre en charge toutes les populations qui n'ont pas encore été enrôlées. On peut avoir une idée des représentations diplomatiques dans lesquelles il y a déjà des centres d'enrôlement? Oui, il y a la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Espagne, la France, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. On peut savoir sur quels critères ces pays ont été choisis? Tout dépend peut-être de la présence massive des Mauritaniens, dans ces pays-là. Et que si vous regardez un peu, c'est un peu la France, c'est un peu l'Europe, l'Espagne, c'est l'Europe, l'Afrique, nous avons le Maroc et la Côte d'Ivoire. Dans les pays du Golfe, nous avons les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite où il y a une très grande concentration de population mauritanienne qui sont déjà pris en charge. Mais toujours est-il que nous envisageons d'avoir des missions que nous allons déployer au niveau des représentations diplomatiques à l'étranger. Et au niveau national, sur quels critères certaines wilayas ont été choisies en priorité par rapport à d'autres? C'est très simple. Si vous, par exemple, prenez les wilayas du Trarza, bon, je veux dire que nous sommes prêts dans toutes les wilayas, mais que les équipes mobiles sont présentes au niveau de Brakna, Gorgol, Guidemara, Hodgar, Hochari, Asaba, pour ce qui est d'Inchiri, de l'Adral, du Tirizamour, d'Akhlet, Nouadhibou et le Trarza. D'ici une semaine, des équipes seront envoyées. Mais toujours est-il que les wilayas que nous avons cités plus haut sont les wilayas les plus peuplés. C'est là où il y a le plus grand nombre de populations qui n'a pas encore été enrôlée. Nous avons essayé de privilégier ces wilayas-là avant que les nomades ne partent encore se redéployer un peu hors des frontières de la Mauritanie. Donc nous avons pris la décision de prendre en charge toutes ces populations-là. Est-ce qu'il y a un rapport entre identification et sécurité? Bien sûr, maintenant, il faut, dans un pays qui se respecte, il faudra d'abord connaître ses citoyens, il faudra connaître ses visiteurs, il faudra connaître ses résidents. Une fois que nous maîtrisons tous ces paramètres-là, la sécurité, on peut dire qu'elle est assurée. Les Mauritaniens, ils ont besoin d'être identifiés, d'être enrôlés, d'être protégés
par rapport à d'éventuelles menaces. Donc Est-ce c'est qu'il n'y a très pas, important. excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'enrôler des citoyens qui ne sont pas des Mauritaniens? Les risques sont minimes ou pratiquement inexistants. Je veux dire pratiquement inexistant, puisque d'abord nous avons une base de données qui nous permet de savoir que ces Mauritaniens-là ont un lien de parenté avec tel ou tel. Nous avons aussi des commissions qui sont composées de personnes qui ont été choisies pour leur grande connaissance du tissu social, et de leur moralité, leur probité. Donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Les Mauritaniens seront recensés et seulement les Mauritaniens. Ça, Voilà, on peut être tranquille. Quels sont les futurs projets, parlons maintenant des horizons futurs, des futurs projets de l'agence? Comme je l'ai déjà dit, nos futurs projets vont être de rapprocher l'administration du citoyen. Nous savons que l'agence est au début, au milieu et à la fin de la vie des citoyens mauritaniens. Donc tout ce que nous avons comme projet, c'est d'abord de réussir la clôture de ce registre. C'est de pouvoir disponibiliser les services à temps et avec beaucoup plus de simplicité. Toujours est-il que nous allons, dans un futur proche, développer des applications et mettre en place des stratégies qui visent à faciliter le service pour les citoyens et un peu à fluidifier le traitement des dossiers. À quel âge peut-on avoir un numéro d'identification nationale et une carte d'identité nationale? C'est-à-dire qu'à la naissance, quand on est identifié, on peut avoir la carte ou bien il faut attendre la majorité? À la naissance, on est forcément identifié puisqu'on est soit de père ou de mère mauritanien. À la naissance, quand on est enrôlé, on a d'abord le numéro national. Et à partir de 6 ans, là, on peut avoir une carte d'identité puisque les empreintes vont pouvoir être utilisées. À partir de 6 ans, on peut avoir une carte d'identité. Une question dans laquelle, c'est-à-dire qu'on nous a dit que les cartes nationales d'identification ont pris fin, ont expiré pour la majorité en 2022. Pourquoi elles n'ont pas été renouvelées à temps? C'est dit aux citoyens ou bien c'est l'administration? Non, ce n'est pas l'administration, c'est aux citoyens. Pour toute personne qui désire renouveler sa carte, elle peut se faire en une journée et en 48 heures, vous êtes en possession de votre carte nationale d'identité. Ce sont les citoyens qui doivent venir se rapprocher de ces centres. Et s'ils ne le font pas, nous trouverons les moyens de nous rapprocher de ces citoyens-là et de les prendre en charge. Il y a des gens qui se plaignent des intermédiaires. Est-ce que vous avez un mot à dire à propos de ce type de personnes qui essaient d'être facilitateurs moi, je veux rappeler aux citoyens qu'il ne peut en aucun cas y avoir d'intermédiaires, puisque nous luttons chaque jour que Dieu fait contre les intermédiaires. Ça nous a conduit au niveau de la gestion du fil des demandeurs de passeport à pouvoir accepter le tirage au sort pour pouvoir un peu barrer la route aux intermédiaires. C'est pour moi aussi l'occasion de rappeler aux gens que l'enrôlement est totalement gratuit, que la carte d'identité n'est que de 1000 ouguiya et que le passeport n'est que de 30 000 ouguiya. Que 30 000 ouguiya, c'est quand même... Que de 30 000 ouguiya. Si on juge qu'on voyage trop, on va faire le passeport à 100 000. Ça devient un peu un luxe parce que 30 000 ouguiya, c'est quand même... Une personne, pour moi, 30 000 ouguiya, pour une personne qui désire voyager, 30 000 ouguiya, ce n'est rien du tout par rapport à la technologie qu'on utilise, par rapport à la sécurité du passeport, par rapport aux moyens de production, par rapport aux investissements. 30 000 ouguiya, ce ne sont que des droits de timbre. Est-ce que les personnes qui ont une carte nationale d'identité et un passeport ont besoin d'un papier de nationalité, certificat de nationalité? Parce que c'est un peu contradictoire. Vous avez le passeport, vous avez la carte d'identité. Il est bien écrit que vous êtes de nationalité mauritanienne. Et en plus, on vous demande parfois d'apporter la... Tout est une question de loi. La loi de la nationalité, en son sein, dit que la publicité de la nationalité est faite par un certificat de nationalité. Mais dès lors que nous avons notre carte nationale d'identité avec les conditions qui ont entouré, de sécurité qui ont entouré l'enrôlement, c'est plutôt moderne de supprimer cet article du Code de la nationalité mauritanienne. La mission touche à sa fin. Je voudrais vous tendre le micro, vous demander est-ce que vous avez un dernier mot à adresser
aux citoyens? Un dernier mot à adresser aux citoyens, ce sera de se rapprocher de l'état civil. Ce sera de dire aux Mauritaniens que partez vous enrôler. Ce sera de dire aux Mauritaniens qui ont des parents, qui ont des enfants, qui ont des proches qui n'ont pas encore été enrôlés, de se rapprocher des centres d'état civil et des autorités administratives pour être pris en charge. Et pour ceux qui demandent encore le passeport? Pour ceux qui demandent encore le passeport, pour tous ceux qui ne sont pas dans l'urgence du voyage, nous demandons d'être patients. Pour ceux qui sont des étudiants, pour ceux qui sont malades évacués, pour ceux qui sont dans une urgence impérieuse, de se rapprocher de la direction générale, ils seront pris en charge en toute transparence. Ce sera donc le mot de la fin. Mes chers téléspectateurs, je vous rappelle que j'étais en compagnie de M. Dia Aboubakri, qui est directeur général adjoint de l'Agence nationale des titres sécurisés et de la population. Merci, M. Dia, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir donné ces éclaircissements aux téléspectateurs de Mauritanie, à qui je souhaite une bonne fin de soirée et de continuer de suivre les programmes de la chaîne Mauritanie. Bonsoir et à bientôt, Inch'Allah.